Mesdames et messieurs, chers abonnés de ma page Facebook et les multiples curieux qui viennent pour cette occasion, je vous souhaite la bienvenue en vous présentant une fois de plus quelques excuses par rapport à un petit retard. Je ne suis pas d'humeur très agréable au regard des événements qui se déroulent au Cameroun, mais je vais commencer ce live d'abord à adresser mes chaleureuses salutations à un confrère qui actuellement souffre terriblement et à qui je demande d'avoir beaucoup de courage et à qui je demande aussi à ce que confrères et autres qui l'ont connu puissent avoir des prières, des pensées pour lui. Je parle particulièrement de Soulé Onoyolo, grand journaliste, grand reporter du quotidien Le Messager, grand combattant de la liberté, qui n'a jamais cessé de ferrailler, de défendre la liberté de la presse et qui, souvent, a connu toutes sortes de déboires. C'est un travail pour lequel il ne s'attendait pas à avoir une fortune, mais pour lui c'était un sacerdoce parce que, vêtu souvent de sa tenue de Black Loroc ou de Rodi, il a toujours été sur des plateaux pour défendre ce qui est juste, ce qui pour lui représente l'une des valeurs de la démocratie, à savoir la liberté d'expression. Il a toujours été d'une certaine neutralité, d'une certaine efficacité, mais aujourd'hui il est beaucoup terrassé par une maladie qu'il a clouée au lit dans un hôpital de la place depuis plus d'un mois. Entre-temps, M. Soulé Onoyolo, devenu persona non grata parce qu'il avait pris la défense des pauvres et parce qu'il avait voulu dire un certain nombre de vérités sortant de la ligne éditoriale de certains médias tels que Vision 4, n'a plus jamais été invité sur ces plateaux-là depuis de longs mois. Soulé Onoyolo, malgré tout, a toujours gardé tête haute, a toujours eu à garder la même lucidité. Aujourd'hui, il est sérieusement malade. J'invite des confrères, j'invite tous ceux qui y reconnaissent de le soutenir et d'appeler ce numéro que je vais vous donner pour que vous puissiez peut-être lui apporter votre soutien à travers M. Jean-Paul Tchomdou qui répond au numéro de téléphone le 00 237 69 94 14 069. Je reprends le numéro du téléphone pour avoir un lien avec la personne qui aujourd'hui est presque au chevet de Soulé Onoyolo, qu'il faut-il le dire, est marié, doit s'occuper d'une grande famille malgré des moyens très limités, vient de perdre sa maman et aujourd'hui ne peut pas exercer la profession. Et quand on connaît la délicatesse financière de certains médias tels que Le Messager qui, bien évidemment, ne coule pas dans l'or, ne roule pas dans le diamant, on comprend les difficultés que M. Soulé Onoyolo peut aujourd'hui avoir, ne serait-ce que pour entrer en possession de son traitement. Donc, je vous répète donc le numéro de téléphone de Jean-Paul Tchomdou qui répond au 00 237 69 94 14 069. Je remercie également beaucoup nos confrères du site Le Quatrième Pouvoir qui a toujours été au chevet non seulement des journalistes en difficulté, mais aussi d'autres personnes
et j'encourage cela à pouvoir continuer dans cette solidarité. Mes pensées vont également à un grand combattant que j'ai souvent appelé Spartacus, qui actuellement est détenu presque en otage chez lui, à savoir M. Zongan, un grand homme politique qui est encerclé chez lui à Douala depuis pratiquement 2 heures de temps par les forces de sécurité envoyées par Paul Biya pour certainement mettre la main sur lui. Selon les dernières informations qui me sont parvenues, dans son domicile actuellement aussi à Douala se trouverait le professeur Maurice Kamto. Donc nous ne connaissons pas la suite des événements. La suite des événements, ce qui va en découler lorsqu'on sait que ce régime aujourd'hui, ce régime liberticide, le régime de Paul Biya, a déjà dépassé toutes les limites et peut se permettre n'importe quoi pour pouvoir entrer à une heure indue, aller les arrêter, aller les tabasser et pourquoi pas tirer sur eux. Puisqu'on a bel et bien vu, pendant les manifestations qui se sont déroulées le 26, c'est-à-dire samedi, alors que les populations n'avaient aucune arme, alors que les populations n'étaient pas violentes, mais les images qu'on voit défiler nous donnent encore beaucoup plus de douleur. Comment le Cameroun peut-il nager dans une telle barbarie? Comment les forces de sécurité peuvent-elles aller à une telle extrême sauvagerie? Lorsque je vois comment est-ce que les forces de sécurité du Cameroun emploient avec une légèreté incroyable des armes à feu contre les populations civiles qu'elles sont pourtant supposées protéger. C'est grave. Lorsqu'on voit le nombre de blessés, surtout lorsqu'on voit la malhonnêteté que le ministre de la Communication, René Sadi, avec l'autre Loufia Scélérat qui squatte au ministère de l'administration territoriale, le grand bandit à Tangandji, qui disent qu'il n'y a eu aucun coup de feu, aucun tir à balles réelles, jure-t-il avec une certitude, mente effrontément, alors que les images sont là. Une image, par exemple, de ce jeune homme, Gaëtan Gakam, marchant devant un policier totalement désarmé, ne régimant même pas, n'ayant rien commis, qui tout de suite, par derrière, reçoit un coup de feu derrière la jambe. Il est actuellement à l'hôpital général de Douala, incapable de se lever, avec une cuisse bousillée. Et dans la vidéo, on voit carrément un homme en tenue, un policier, qui lui dit, vous avez dit que vous allez marcher, marchez. Et après avoir tiré à bout portant, il demande au jeune homme de se lever et de continuer à marcher. C'est une extrême méchanceté. Beaucoup disent, qu'est-ce qu'ils sont partis faire pour marcher? Est-ce qu'ils avaient le droit de marcher? La question que je vais vous poser, la constitution camerounaise ne garantit-elle pas des marches? Lorsque vous dites, est-ce qu'ils avaient le droit de marcher? Alors, est-ce que le policier avait le droit de tirer? Est-ce que l'usage des armes n'est pas réglementé selon la loi camerounaise? Allez tout simplement voir le chapitre 2 de l'utilisation des armes sur des manifestations. Lorsque vous y arrivez et que vous lisez l'article 3,
vous vous rendez compte que la loi est claire dans son alinéa que lorsqu'il y a des marches ou des manifestations publiques, les forces de sécurité n'ont pas droit à l'usage des armes. C'est la loi qui le dit, l'alinéa 1. Et même l'alinéa 2 le certifie encore, qu'ils n'ont même pas droit de pouvoir tirer, ne serait-ce qu'à blanc ou en l'air. C'est la loi camerounaise qui le dit. Et lorsque vous allez encore sur l'utilisation des armes, on dit bien maintenant, dans l'article 4, l'alinéa 1er, on vous dit, ce n'est pas la police qui décide d'elle-même ou les forces de sécurité de tirer. Mais il faut une autorisation administrative. Et cette autorisation administrative n'intervient qu'à 3 conditions. La première condition, que les forces de sécurité soient d'abord dans une totale insécurité, prises à partie par des civils armés. Et dans la deuxième hypothèse, il faudrait que ces civils soient les premiers à utiliser les armes à feu. Et même après avoir utilisé ces armes à feu, le policier n'a pas le droit de se défendre dans la mesure où il a des instruments que la loi lui autorise de défendre, d'utiliser pour sa défense, à savoir les gaz lacrymogènes ou les bombes. Mais on dit maintenant dans la loi que si c'est de façon généralisée que les populations civiles, dont des agresseurs, s'en prennent aux forces de sécurité, dans ce cas, ces derniers ont le droit de faire une sommation avec les haut-parleurs. C'est-à-dire, ils doivent donner des sommations aux forces, aux manifestants ou aux agresseurs. Donc, il y a au préalable, on ne dit pas une sommation, on dit plusieurs sommations. Or, à Douala, ce qu'on voit, il n'y a eu aucune sommation concernant ce garçon, ce jeune homme qui marchait calmement, ni d'autres manifestants qui sont actuellement hospitalisés. Boum! C'est parti. Comme du gibier, comme du bétail. Dans un pays démocratique, on utilise des armes à feu comme ça. Et donc on dit, c'était des balles en caoutchouc. D'autres disent, c'était du cinéma. Mais quelle est cette mise en scène donc qui fait qu'il y ait des blessés? Et d'autres viennent même s'asseoir sur des plateaux télé. Comme j'ai vu quelques fanfarons qui sont toujours en train de vouloir démontrer que c'est du montage. C'est dans la même télévision qu'on nous avait fait comprendre que les bébés qu'on avait tués étant sur les dos de leur maman, que c'était un montage qui avait été fait à Paris. Après, c'est la même chaîne de télévision qui nous a fait croire que cette scène hallucinante se passait plutôt au Mali. Quelque temps après, face aux démonstrations des ONG, on a découvert, et le régime camerounais, toute honte bue, la queue entre les jambes, a reconnu que c'était bien les militaires camerounais qui ont eu à tirer sur des populations. Aujourd'hui, on est en train de nier que les forces de sécurité n'ont pas utilisé sur des populations. Que M. Célestin Djamène est parti se coucher seul. Et il faut voir quelle raillerie ces Suisses Titi sont en train de singer un père de famille responsable qui se bat pour eux, pour limiter qu'il est parti se coucher parce qu'il voulait faire le faux blessé. Pourtant, il est à l'hôpital. Pourtant, les médecins le certifient. Pourtant, la presse indépendante, actuellement au Cameroun, avec les ONG, sont partis voir leur état de santé et ont certifié qu'il y a bien des blessures. Et les forces de sécurité disent, tantôt, oui, il y a eu 6 blessés, mais il n'y a pas eu de tirs, c'est ce que vous dites. Mais d'où sortent donc les blessés?
Ces blessés-là, ils utilisaient des couteaux pour s'en se déchirer. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de tirs à balles réelles. Qui a donc blessé ces hommes, ces figures de la démocratie, de l'opposition, qui n'ont fait qu'exercer un droit fondamental? Ils n'ont pas le droit de défiler. Ils n'ont pas le droit de marcher. Mais c'est dans quel pays ça? Il faut demander les autorisations à qui? Puisqu'on sait très bien que les autorisations ne sont jamais données aux manifestations. Et même quand on donne ces autorisations-là, on ne parvient pas à encadrer les manifestants. Je vais vous poser des questions. Vous qui dites qu'il fallait, avant de marcher, il faut toujours demander des autorisations. Sinon, on tire sur vous. Mais si tel était le cas, Martin Luther King, quand il organisait sa grande marche, qui avait réuni 250 000 personnes, il n'avait demandé aucun droit à personne, aucune autorisation à personne. Mais on aurait tué tous les Noirs aux États-Unis en 1963. Mais lui, il a été décoré. Il a été décoré du prix Nobel de la paix. Donc, on trouve aujourd'hui que le problème, c'est ceux qui ont marché. Et non les forces de sécurité qui ont tiré. Soyons sérieux. Regardez ce qui se passe en France. Depuis très longtemps, on voit les gilets jaunes. Mais combien de fois la police française a eu à tirer à balles réelles sur des manifestants? Je vais vous prendre le cas de novembre. Le cas de novembre 2005 en France, là où il y a eu des émeutes. Les gens se sont levés et n'ont demandé d'autorisation à personne pendant 21 jours. Et ils ont saccagé les immeubles et bâtiments administratifs. Ils ont incendié 9000 voitures. Ils ont incendié 92 collèges, 112 lycées, sans pour autant oublier les médiathèques, les commerces. Il y avait 10 000 policiers mobilisés. Il n'y a eu aucun tir à balles réelles pendant 21 jours. Mais au Cameroun, dès que les gens se lèvent, boum, tir à balles réelles. Comment est-ce que des policiers, des gendarmes, des militaires peuvent être si méchants, si cruels, si inhumains? Savez-vous que la tenue que vous portiez, vous étiez des civils et qu'après cette tenue, vous redeviendrez des civils? Qu'ont-ils fait? Juste parce qu'ils manifestent une colère. Juste parce qu'ils revendiquent leurs droits. Vous dites qu'on doit tirer sur eux, qu'ils n'ont pas le droit de marcher. Mais le Cameroun ressemble donc finalement à quoi? Mais le Cameroun aujourd'hui ressemble à ce qu'on appelait Athènes. À l'époque, Athènes se faisait appeler la cité de la liberté. Mais en 316 avant Jésus-Christ, alors qu'on se vantait à Athènes, tous les citoyens étaient là, on avait constaté que personne ne contestait jamais. Personne ne manifestait. Et quand on a fait un recensement, j'ai dit bien 316 avant Jésus-Christ, on découvre qu'il n'y a que 20 000 citoyens à Athènes et les 400 000 autres étaient des esclaves. C'est-à-dire, c'était la liberté oppressive. Un peuple qui ne peut pas se lever pour marcher, c'est un peuple d'esclaves. Un peuple qui ne peut pas revendiquer ses droits, c'est un peuple d'esclaves. Un peuple qui ne peut pas dire non, c'est un peuple d'esclaves.